Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, je tiens d'abord à vous remercier de m'avoir invité donc, ici à ce colloque du CEP, en particulier M. Tassot, M. Neiss, M. Paulin, qui sera parmi nous bientôt, pour parler donc d'un sujet qui a rapport justement avec la nature et l'artifice dans la société politique. Alors, j'ai procédé de la façon suivante. Je me suis tout simplement penché sur un certain nombre d'auteurs, non pas tous, bien sûr, allemands des années 20, c'est-à-dire des lendemains de la Première Guerre mondiale et avant l'avènement d'Hitler et du national-socialisme en Allemagne, qui se sont penchés sur la question justement de la nature dans la société politique, dans le sens, bien sûr, d'une critique du libéralisme. Alors, je remercie tout d'abord M. l'abbé Toulza d'avoir brillamment éclairci les concepts en excellent philosophe qu'il est, ce que je ne suis pas, mais seulement historien, et donc ça va peut-être nous aider, en tout cas m'aider, et je l'en remercie ici. Alors, pour évoquer brièvement donc, la confrontation entre les concepts de société naturelle et de société artificielle ou utopique, dans l'Allemagne, je dirais d'avant 1945, car nous verrons pourquoi 1945 est une césure dans l'histoire de la pensée politique allemande, il faut d'abord rappeler à des Français que nous sommes trois particularités concernant ce pays et qui font la différence d'appréciation et parfois de sens même de certains concepts. Je ne parle pas de nature et artifice, mais de révolution et de contre-révolution en particulier, surtout dans cette période-là, particulièrement dans cette période-là. Tout d'abord, première particularité, par son histoire, l'Allemagne est dans une situation donc différente de la France, aussi bien sous le rapport de la gestation des idées politiques que pour leur mise en pratique sous la forme de forces politiques ou de régimes politiques. Les idées libérales, les doctrines révolutionnaires ont émergé aussi en Allemagne au temps des Lumières, la fameuse Aufklärung, au XVIIIe siècle et XIXe siècle, mais en partie sous l'influence des Lumières françaises et de la Révolution française, et principalement dans les parties ouest et sud du pays, occupés, annexés et dominés par la France de la Révolution et de l'Empire jusqu'en 1813, la fameuse guerre de libération, comme on dit en Allemagne, libération contre la domination napoléonienne, bien sûr. Et d'une certaine façon, déjà contre les idées françaises, pour les penseurs politiques de l'époque, Arndt et d'autres, et Fichte, par exemple. Cela permet de comprendre pourquoi le rejet des idées libérales qui se répandent en Allemagne au cours du XIXe siècle y auront, surtout après la guerre de 70, contre la France donc, puis après celle de 1914-1918, qui se termine par une défaite face en particulier à la France, un caractère nationaliste. On reviendra sur cette question-là pour le rapport à la nature et à l'artifice, par le rejet des conceptions considérées largement comme françaises, occidentales et donc étrangères. Une autre particularité de l'Allemagne est qu'elle n'a pas connu de rupture brutale, irréversible comme la France. En 1789-1815, il n'y a jamais eu de révolution au plan national qui ait réussi à fonder un régime politique durable, à transformer le pays et à donner un ancrage patriotique, comme en France au moins en partie, à partir de 1789-92 ou 1830 ou 1848, la seule vraie rupture révolutionnaire a été celle qui a été imposée par les alliés donc occidentaux et soviétiques à l'Allemagne après la défaite du nazisme donc en 1945 et qui marque un changement radical dans les conceptions politiques, idéologiques, morales du pays, voire peut-être dans sa conscience nationale, du moins jusqu'à nouvel ordre. Car bon, subspécie éternitatis, là aussi, on ne peut pas savoir comment ce changement de la conscience allemande depuis 1945, combien de temps il va durer, s'il n'y a pas un passé qui va ressurgir, une identité nationale différente qui ressurgira dans les décennies ou les siècles à venir. En tout cas, avant 1945, car c'est de cela qu'il s'agit, les idées de révolution et de contre-révolution telles qu'elles existent en France au XIXe et au début du XXe siècle, comme la succession en quelque sorte d'un avant et d'un après, ne sont donc pas vraiment adaptables aux pays germaniques. En revanche, la Première Guerre mondiale constitue une rupture beaucoup plus marquée qu'en France, justement peut-être en l'absence de cette rupture révolutionnaire antérieure telle qu'elle existe en France,
beaucoup plus marquée qu'en France au plan des mentalités politiques. 1914 et 1918, j'insiste là-dessus sur ces deux dates, ont dans l'Allemagne de la première moitié du XXe siècle la même importance qu'en France, je dirais 1789-1792, avec des conséquences évidemment différentes dans un contexte différent. C'est ce qui explique que dans les années 20, en Allemagne, les adversaires des idées libérales, loin de recourir au concept de contre-révolution ou d'adopter un programme de restauration comme en France après 1815, utiliseront volontiers le concept de révolution, assorti bien sûr de qualificatifs conservatrices, nationalistes révolutionnaires ou autres, comme concurrente d'une évolution, et non pas d'une révolution, d'une évolution libérale, démocratique, marxiste, inachevée ou partielle, dans un contexte nouveau, ça c'est l'élément supplémentaire, qui paraît prometteur. Et c'est là la particularité vraiment de ces idées, si vous voulez, qui recourront au concept de la nature dans les années 20, c'est qu'elles sont optimistes et non pas pessimistes. Ce n'est pas un passé récent, révolu, qu'on voudrait restaurer, je dis bien récent, révolu, qu'on voudrait restaurer, mais une occasion nouvelle d'émergence d'une société plus naturelle. Donc là, il y a un rapport à la chronologie, à l'histoire, qui est assez différent de l'histoire de la pensée politique française. Un autre élément décisif qui intervient dans la question est le caractère récent et inachevé de la formation de la nation allemande, contrairement à la France, c'est-à-dire que le nationalisme va conditionner, comme nous le verrons, l'attitude de ces milieux envers le libéralisme, envers l'idée de révolution et aussi le regard politique sur le passé comme sur les perspectives d'avenir. Ainsi, au lendemain de la Première Guerre mondiale, les adversaires des idées libérales ou marxistes recourront volontiers à l'idée de révolution. De fait, il n'y a pas, après la défaite et la chute des monarchies allemandes en novembre 1918, de puissants mouvements de contre-révolution au sens de restauration du Reich bismarckien et de la monarchie de Guillaume II. Davantage, la monarchie prusso-allemande, qui a fait l'unité de la petite Allemagne, sans l'Autriche catholique, donc en 1866-71, est associée à l'ère libérale et quasiment à la défaite. La rupture avec la pensée libérale et ses conséquences présumées, démocratie parlementaire, marxisme, utilitarisme, matérialisme, dénoncés par ces milieux-là, ne devra donc pas bénéficier, selon l'avis de la plupart de ses auteurs, à une simple restauration de type monarchique. En même temps, la rupture de 1918, à première vue catastrophique si l'on considère que la défaite militaire et la révolte marxiste du 9 novembre 1918, au contraire, a l'avantage de déblayer un terrain passablement pollué avant 1914. Donc le passé récent était déjà lui-même déficient ou défaillant, et la rupture, l'aggravation, si vous voulez, par la révolte de 1918, finalement déblaye le terrain pour un avenir qui, pour ces auteurs, paraît plus prometteur. L'avantage de déblayer donc un terrain passablement pollué avant 1914 pour fonder un nouvel ordre qui puisera dans l'histoire beaucoup plus ancienne, voire éternelle, du Reich en particulier, ou du peuple germanique, pour la définition, pour l'identité nationale, comme source d'inspiration, et non dans le retour à une monarchie constitutionnelle semi-libérale récemment disparue. C'est là que l'idée de nature intervient, dans la réflexion politique, comme élément de permanence historique et ou biologique, suivant les différences de conception de ces auteurs, qui sont ont tous une conception organiciste, mais certains organicismes historiques, d'autres organicismes biologiques. Donc, sont les éléments de permanence historique ou biologique du peuple allemand à travers les siècles, contre les apports extérieurs du génie allemand, jugés responsables de la dégénérescence récente du pays. La deuxième différence, j'en termine avec ces particularités générales, et ensuite on verra l'application même et la fonction même de l'idée de nature chez ces différents auteurs. La deuxième différence
avec la France et la division confessionnelle des pays germaniques. Bon, c'est une évidence à rappeler, entre protestants, 64,2%, disons, dans les années 20, et les catholiques, 32,4%, donc dans le Reich petit allemand, donc d'après 71 plutôt. De ce fait, il ne peut y avoir de modèle catholique ou bien protestant comme fondement spirituel et politique de toute la nation. Il peut y avoir un modèle chrétien, et il existe chez certains d'entre eux, Edgar Jung par exemple, ou d'autres. Mais pas chez tous, qui ont une conception, je dirais, païenne de la question, nous le verrons. Donc, il ne peut y avoir un modèle donc, strictement catholique ou strictement protestant comme fondement spirituel et politique de toute la nation. D'où un certain flou religieux caractéristique de ces auteurs et de cette époque, voire l'intervention de valeurs spirituelles nouvelles ou inventées, issues des origines du peuple allemand, d'un passé très ancien considéré comme représentatif d'une permanence de ce peuple, une espèce de nature éternelle du peuple allemand, de ses origines, et à travers ces avatars qui sont le Premier Reich, qui sont le catholicisme de l'ancienne, mais aussi le protestantisme, une espèce de réforme spirituelle allemande, etc. Donc tout ça s'accumule pour essayer de constituer une espèce de nature permanente, particulière donc au peuple allemand. Et s'y ajoute à cela l'expérience de la guerre mondiale récente. Nous y attarderons tout à l'heure. À ça s'ajoute que pour eux, le protestantisme et le catholicisme, alors à une époque récente, à l'ère libérale, se sont justement accommodés au XIXe siècle du libéralisme en Allemagne. Au moins après le Kulturkampf, bien sûr. D'une part, parce que le protestantisme a soutenu la fondation de la monarchie prusso-allemande, et donc l'unité de la petite Allemagne sans l'Autriche, puisque avant l'unité de la petite Allemagne, la Confédération germanique, sur le territoire en gros de l'Ancien Reich, était environ à moitié catholique, enfin pour une moitié légère majorité de catholiques et une grosse minorité de protestants. Dans le Reich d'après 71, la proportion est complètement renversée, peut-on dire, même accentuée, puisqu'on a, donc, je vous le disais tout à l'heure, 64% de protestants et 32% et demi de catholiques. Donc, les deux confessions chrétiennes se seraient accommodées au XIXe siècle et au XXe siècle de l'ère libérale, après le Kulturkampf, parce que le protestantisme a soutenu la fondation de la monarchie prusso-allemande et l'unité de la petite Allemagne qui lui assurait la prépondérance confessionnelle, tandis que les institutions libérales de la monarchie constitutionnelle allemande garantissaient la position minoritaire du catholicisme dans le Nouveau Reich. Ça, c'est une des caractéristiques du catholicisme allemand depuis la fondation donc, de l'État national allemand. Là aussi, donc vous voyez bien la différence avec la France, où il y a la réforme, il y a la contre-réforme, enfin la révocation de l'édit de Nantes, la Révolution, les choses sont d'une certaine façon plus claires, dans la mesure où il y avait un consensus catholique, disons, on peut dire, jusqu'à la Révolution française, qui a été remise en cause par, bien sûr, la Révolution française, et qui fait qu'il y a un clivage maintenant, mais qui est d'une nature complètement différente de celui qui existe en Allemagne, ou qui existait en Allemagne bien avant. En Allemagne, on a ce clivage qui est beaucoup plus ancien. Alors, là aussi, plus que la tradition, c'est la nature qui sera sollicitée pour la mobilisation de valeurs spirituelles et nationales permanentes, au-delà même du christianisme et de la division confessionnelle. Ce qui, à mon avis, et c'est le côté nationaliste, bien sûr, de ce concept de nature qu'on va voir, chez beaucoup de ces auteurs, on en reviendra même à une espèce de mythe du germanisme païen des origines, dont même, encore une fois, la religion et les confessions chrétiennes et protestantes seraient des formes particulières à l'Allemagne. Ça, c'est le nationalisme des lendemains de la Première Guerre mondiale. Il y aurait une spiritualité germanique permanente depuis les origines, dont les deux confessions seraient des manifestations historiques ou partielles. Le troisième point, il sera beaucoup plus rapide, la particularité, c'est justement l'impact de la Première Guerre mondiale, qui a créé, par l'expérience des combats, de la mort, de la solidarité des combattants, des valeurs radicalement différentes de celles de la société civile libérale, bourgeoise, critique, de lutte des classes, issues du siècle précédent. Je dis bien issues du siècle précédent. Ces valeurs sont exaltées dans un phénomène très spécifique de l'Allemagne, ce qu'ils ont appelé l'idéal de 1914, qui est une sorte d'union mythique et mystique, je dis bien, du peuple allemand lors de son entrée en guerre. Et la défaite accompagnée de la révolution de 1918. Et là, c'est quelque chose qui paraît très étonnant,
qui, à quelques années de distance, je dirais, en fait, dès le début ou le milieu des années 20, apparaît comme un succès passager, et non pas une révolution irréversible, comme ça a été le cas en France après toutes ces années, 89-92, et la consolidation sous les régimes suivants jusqu'en 1815, et après 1830, bien sûr. On n'en est pas là en Allemagne, bien sûr. À quelques années de la guerre, la fameuse révolte marxiste, etc., paraît refluer, Et en fin de compte, cette révolution de 18 apparaît comme un moment décisif qui va déclencher l'élimination de l'ère libérale, paradoxalement. Non pas la continuation d'un processus logique libéraliste, démocratie, marxiste, socialiste, communiste, mais au contraire une sorte de rupture, un échec finalement de cette révolte qui libère non seulement du danger d'une révolution marxiste-communiste, mais même qui permet d'en finir avec l'ère libérale d'avant 1914, au temps de la monarchie de Guillaume II. C'est ça qui est très particulier à cette pensée politique allemande des années 20. Donc, comme un moment décisif, cette révolution de 18, qui déclenche l'élimination de l'ère libérale d'avant-guerre. C'est ce qui permet de comprendre l'optimisme de ces auteurs dans les années 20 et le sentiment de force qu'exprime leur pensée politique. Nous en verrons quelques exemples. Des tranchées serait sortie une communauté nationale qui va remplacer la société atomisée, utilitaire, critique, conflictuelle d'avant-guerre, conflictuelle, je parle de lutte de classe, intérêt de parti, etc., sans vouloir m'attarder, et même selon la formule d'Ersinger, une race neuve, nous verrons le contexte, d'une nature nouvelle serait en train de naître. Ainsi, après une longue période de dégénérescence, la nature serait de retour. Grâce à l'épuisement du système antérieur, en 1918, et à l'épanouissement de la nature vraie de l'homme allemand grâce à la guerre. On est en train de retrouver ce qui, depuis ses origines, est la nature vraie du peuple allemand. On verra évidemment l'ancrage national, difficilement universalisable, de cette conception de la nature, évidemment, chez ces auteurs. Pour résumer, la rupture avec le libéralisme pourra donc, sans difficulté, s'emparer du concept de révolution, puisqu'aucune révolution de type occidental n'a réussi en Allemagne, et que celle de 1918, en dépit des apparences, est en fait pour ces auteurs un échec. Il est significatif que ces courants des années 20 se nomment eux-mêmes nationalistes révolutionnaires, révolutionnaires conservateurs, jeunes conservateurs au sens de rupture avec les vieux conservateurs ou les réactionnaires, ils feront une distinction entre réactionnaires et conservateurs, qui marquent une rupture avec le passé récent et dont on va voir qu'ils recourent à leur propre conception de la nature dans leur pensée politique. Alors, beaucoup d'auteurs, d'historiens français en particulier, ont étudié ces penseurs politiques, ce qu'on appelle de la révolution conservatrice ou de la pensée antidémocratique des années 20. Je me suis contenté, donc, lorsqu'on m'a demandé de parler de la nature, donc dans le cas allemand, dans le cadre de mes compétences, c'est-à-dire le cas allemand donc en histoire, dans l'histoire contemporaine de l'Allemagne, de prendre un certain nombre d'auteurs, de textes de ces auteurs, pour essayer de voir s'il n'y avait pas un point commun dans le recours au concept de nature et à l'utilisation, la fonction, si vous voulez, du concept de nature dans leur pensée politique. Alors entendons-nous, je ne ferai pas ici d'exposer des systèmes de chacun de ces auteurs qui ont des systèmes avec beaucoup de points communs, mais également avec beaucoup de différences, et dont parfois les itinéraires politiques seront différents par la suite. J'essaie simplement essayer de voir, ce qui faisait, à un certain moment, c'est assez facile à cibler chronologiquement, c'est vraiment des années, je dirais, 21, enfin les années 20, dites de l'apogée des idées de Weimar, etc., comme on dira plus tard à l'Ouest et dans les migrations et ailleurs. Mais en fait, cette période est extrêmement féconde en matière de pensée politique en Allemagne, mais pas dans le sens, justement, weimarien ou marxiste ou marcusien ou école de Francfort, enfin tout ce que l'Allemagne a pu produire à l'époque et a transmis aux États-Unis. Il y a donc une formulation politique complètement nouvelle par rapport à 1914, même si elle a des racines avant 14, bien sûr, et je dirais épisodique, éphémère d'une certaine façon, dans la mesure où, évidemment, ces penseurs n'ont pas fondé une doctrine politique d'un régime, ils n'ont pas fait une révolution qui était la leur. On retrouve des éléments partiels dans le nazisme, mais parmi ces auteurs,
seul un a fait une carrière ensuite dans le nazisme, c'est Dietrich Klages. Hein. Les autres, soit sont morts avant l'avènement d'Hitler, donc c'est le cas de Müller-Vandenbrouck en 1925, soit se sont placés à l'écart du régime, comme Oswald Spengler, donc l'homme du fameux déclin de l'Occident, mort en 1936, ou sont restés à l'écart, comme Stapel, comme les frères Jünger, par exemple, hein, donc Ernst, bien sûr, mais aussi son frère Friedrich Georg, cadet, mort bien après la guerre, comme vous le savez, et le cas d'Edgar Jung, qui est un des penseurs, justement, essentiels de cette pensée de la révolution conservatrice ou des jeunes conservateurs, qui a été carrément assassiné sur ordre du régime nazi en 1934 à l'occasion de la nuit des longs couteaux. Donc, effectivement, des destins politiques assez variés, assez différents. Et c'est pas cela qui est important, évidemment. Ce qui est important, c'est ce que dans les années 20, enfin ce qui nous préoccupe ici, dans les années 20, ils vont dire. Alors, pourquoi cette référence à la nature? Alors là, je vais me contenter de résumer en donnant quelques citations prises chez ces différents auteurs, pour essayer de voir comment ils utilisent ce concept de nature et quelle fonction ils leur donnent. Alors, la nature est supérieure à l'esprit. Elle est opposée à la raison, qui est elle-même déconnectée de la vie. Alors évidemment, cette conception de la nature, c'est du vitalisme, enfin, c'est l'association au concept de la vie, vitale. Elle exprime la vie, elle est créatrice de valeur, la nature est créatrice de valeur, elle est source d'énergie, elle est une dynamique, elle est une force, elle est un mouvement de sélection, hein. Alors que l'abstraction est méprisée par ses auteurs, la critique est jugée destructrice, l'analyse est vaine, la tolérance est dangereuse. Et l'on trouve cela, le rationalisme, en décomposant le monde en intérêts, a causé la dégénérescence de l'Europe. Mais le résultat de la guerre mondiale, ce fut l'effondrement de ce rationalisme, la faillite de l'utilitarisme britannique, la faillite de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et de la Révolution française et du siècle des Lumières. C'est Müller-Vandenbrouck en 1921, donc dans le Troisième Empire, qui montre bien à la fois donc, ce rejet du rationalisme et en même temps cet optimisme. Il dit clairement, tout ça c'est fini, on entre dans une ère où justement la nature reprend ses droits. On retourne à la nature. Alors la nature s'oppose à l'intellect, à l'abstraction, à l'utopie. L'esprit a des limites par rapport à la vie, qui a son esprit propre, sa raison propre, profonde, créatrice, dont on n'aperçoit pas en surface les sources profondes. Je tire cela de Ernst Jünger, 1927. La nature, la vie servent à fonder des valeurs. Elle est existence concrète, par opposition à la vérité abstraite. L'esprit, seul, l'intellect, c'est l'ennemi de l'âme. Il sépare l'âme du corps auquel elle est liée naturellement, Dietrich Klages. La vie n'est pas le jouet inconditionnel du cerveau. Elle est intimement liée, en particulier par le sang, élément de la communauté donc fondée sur le sang, au noyau vital auquel elle appartient. Là, c'est le frère cadet Jünger, Friedrich Georg, en 1926. Face à la raison ou à l'esprit, il y a donc des phénomènes naturels créateurs de valeurs qui sont, chez différents auteurs, c'est le peuple, certains parlent de race, certains parlent de sang. Le sol aussi est une base de valeurs spécifique d'une nation. Et à ça s'ajoute que le chaos est fécond. Le chaos est fécond car il balaye un ordre non naturel. Le concept, le chaos est fécond, la révolution de 18, les bouleversements de la défaite, sont féconds parce qu'ils balayent un ordre non naturel et libèrent des forces naturelles. Donc voilà le côté vitaliste, bien sûr, de cette conception de la nature, évidemment, dans l'homme. Libère les forces naturelles dans l'homme et à l'intérieur de l'homme. La nature permet à l'homme de sortir de la sphère de la raison, de l'analyse et de la critique pour agir, créer, affirmer, au-delà des préjugés et des scrupules. La vie ne connaît pas de la tolérance, dira le frère cadet Jünger. Elle est fanatique. La communauté de sang n'a pas besoin de justification intellectuelle. Une communauté de sang n'a pas à se justifier. Elle existe, elle est là, sans qu'elle ressente le besoin d'une justification intellectuelle. La nature
libère l'homme de l'aliénation de l'intellect. Vous voyez, cette opposition, elle est absolument radicale. Hein. Évidemment, n'a rien à voir avec la conception traditionnelle chrétienne de la nature. La vie est au commencement et à la fin. Dans l'histoire, il n'est question que de la vie, toujours de la vie, et du triomphe de la volonté de puissance, non du triomphe de la vérité, dit-il. Il parle de vérité au sens scientifique, et il dit aussi de la loi de l'argent, Oswald Spengler, 1921. Ces valeurs de la société contemporaine, fondées sur l'abstraction intellectuelle, l'objectivité matérielle et l'utilitarisme, donc, sont contraires aux valeurs authentiques de la vie. L'intellect est donc nuisible à la nature de l'homme. L'expansion de l'intellect se fait au détriment de la substance même de l'homme dans son ensemble. Il affadit, il réduit, il affaiblit l'instinct, la passion, l'imagination, le sentiment. Quand l'homme se tourne vers l'intellect, il voit déjà les racines de son existence se dessécher. Wilhelm Stapel. La nature de l'homme, la vie, est aliénée par l'intellect, donc, de son existence organique. Cela conduit ses auteurs à rejeter, bien sûr, l'individualisme associé à la philosophie libérale, qu'ils condamnent, car l'individu est subordonné à quelque chose qui le dépasse. L'individualisme est un fractionnement artificiel de la vie. Il fut lui opposer une conception organique. On va voir comment, à partir de certains éléments philosophiques extrêmement éloignés de toute tradition chrétienne, on va aboutir parfois à des convergences, je dirais, en partie circonstancielles, mais aussi des convergences, sinon philosophiques, au moins politiques. L'organique s'oppose au mécanique, le dynamique au statique, l'âme à l'esprit, dit Klages. Ces auteurs adhèrent tous à une conception organique, mais certains sont tirés vers un organicisme historique, comme Ernst Jünger ou surtout Edgar Jung, qui lui reste chrétien quand même. D'autres penchent vers un organicisme biologique qui les rapproche effectivement de la doctrine future, enfin la doctrine existant déjà, mais qui sera mise en place par le national-socialisme. Dans un organisme politique naturel, l'individu est, par sa vie réelle, inséré dans une chaîne historique et dans la vie d'une communauté politique dont il est membre, dit lui-même Edgar Jung, resté chrétien, dans son ouvrage principal, en fait, et unique, paru en 1929 et réédité par la suite, sur ce qu'on peut traduire par le règne des inférieurs. On verra le sens de ce titre. Les conclusions politiques de cette conception sont claires. Un système politique ne peut être fondé sur une conception abstraite de l'homme. L'utopie est, par définition, irréaliste, qui ignore la nature de l'homme, qu'elle soit biologique, psychique, qui ignore son histoire, qui ignore son histoire longue, la fameuse chaîne historique, qui ignore son enracinement dans un sol donné aussi. Il y a bien sûr ici un caractère national de cette nature, historique et je dirais géographique, et ignore ses expériences vécues. Comme quoi la Première Guerre mondiale ne serait qu'une espèce de parenthèse dans une évolution de la société libérale, démocratique, etc., comme le pensent, si vous voulez, les partis démocratiques weimariens, par exemple. Et après 1949, bien sûr, la République fédérale d'Allemagne qui en est l'héritière, il y a un long chemin vers l'Ouest, au sens, comme c'était le titre d'un ouvrage d'un historien sur l'histoire de l'Allemagne, au 19e, 20e siècle, au 21e siècle, un long chemin vers l'Ouest, ça veut dire vers les valeurs libérales, bien sûr, et post-révolutionnaires de l'Ouest, qui auraient définitivement rejeté le passé national particulier, nationaliste particulier de l'Allemagne. Donc, un système politique ne peut être fondé sur une conception abstraite de l'homme qui ignore la nature, qui ignore son histoire longue et qui ignore l'expérience vécue de la guerre. Encore une fois, ça c'est la particularité de l'époque. La guerre a vraiment créé, une mentalité politique, un esprit politique nouveau qui est considéré comme associé à la nature, parce que c'est la vraie nature de l'homme qui est ressortie dans la guerre, contrairement à la déformation abstraite de l'homme dans la société libérale. Ça, c'est l'idée principale de ces écrivains, dont la plupart ou beaucoup sont d'anciens combattants, bien sûr, à commencer par les frères Jünger, etc. Dans une communauté, une nation, il y a des frontières organiques, à l'intérieur desquelles la vie, enracinée dans le sol de la mère patrie, ayant des affinités avec cette terre, doit être unifiée et sécurisée afin d'exprimer sa nature propre.
Tout lien mécanique qu'on voudrait leur superposer est contraire à sa nature, dit Ernst Jünger, donc 1926. Je rappelle que Ernst Jünger, dans les années 26-27, a publié des articles dans 2 brochures, enfin de revues dont il était en gros, le directeur, qui s'appelaient Arminius et l'étendard, Standarte, et dont il a interdit la réédition jusqu'à sa mort, donc en 98, parce que ça représentait, disons, peut-être sa position idéologique la plus radicale, antidémocratique, antilibérale, et je dirais même anti-nazi. Enfin, le paradoxe, c'est on verra à la fin, c'est qu'il reprochait aux nazis de la conquête du pouvoir, bien sûr pas d'après 1933, de la conquête du pouvoir, ses concessions à l'esprit libéral démocratique. Mais on verra pourquoi d'après son idéologie à la fin. En tout cas, ces écrits sont assez significatifs de ce qu'un ancien combattant peut tirer de l'expérience de la guerre pour créer une conception politique dans laquelle la nature est son rôle. Mais la nature ici, c'est la nature de l'homme qui a été révélée, je dirais presque libérée, par les combats de la guerre. La nature génère le principe aristocratique, celui de la sélection par rapport à la masse faible. Elle n'admet pas l'égalité, elle est intolérante. Négliger ce principe de la nature au nom des idées libérales d'égalité et de tolérance entraîne une vengeance inéluctable de sa part. On retrouvera ces idées, même chez Hitler, qui emprunte d'ailleurs. C'est sûr que quand il écrit Mein Kampf, donc en 25-26, Hitler a lu Les Orages d'acier et de Jünger, il a lu des écrits de Müller et autres, et donc il s'en inspire. Donc c'est pas une idée personnelle, c'est l'idée qu'il utilise pour son système. Il le dira jusqu'en 1944, la vie prise dans son ensemble est une intolérance permanente. La nature ne connaît pas la tolérance, elle est même ce qu'il y a de plus intolérant, elle détruit tout ce qui n'est pas viable. L'homme n'est qu'une petite bactérie, un petit bacille sur cette planète. S'il se soustrait aux lois de la nature, il ne change pas ses lois, il ne fera que provoquer la fin de son existence. Une espèce de radicalisme de la conception de la nature qui est complètement biologique, qui est sauvage, je dirais ensauvagé même, d'une certaine façon. Alors, on retrouve ça chez d'autres auteurs, mais le temps manque ici pour m'y attarder chez Müller. Et donc, la conséquence politique de cette prise de position radicale sur la nature, c'est que les régimes politiques qui sont issus des systèmes abstraits de l'ère libérale, évidemment, non seulement faux, mais condamnés à cause de la victoire de la nature, tout simplement, d'où l'optimisme, sont condamnés à une disparition prochaine. La démocratie parlementaire occidentale et les systèmes issus du marxisme sont donc condamnés parce qu'ils prétendent ignorer les lois de la nature dans l'homme et dans les sociétés. L'élection par la masse sélectionne les médiocres. Edgar Jung, donc, c'est le sens, parle à propos du système politique de Weimar du règne des inférieurs, 1929-30. C'est même une raison de la critique envers le mouvement national-socialiste de Hitler par ses auteurs, dont Ernst Jünger en particulier, parce lorsqu'il s'oriente à la fin des années 20, après l'échec du putsch, Jünger a beaucoup adhéré à Hitler et mouvement au moment du putsch de la brasserie, parce que c'est un putsch d'anciens combattants. À partir du moment où il s'oriente vers la tactique de la conquête des urnes, du parti de masse organisé et tout simplement de la loi de l'élection majoritaire et de la conquête du pouvoir par une majorité parlementaire, c'était ça, eh bien, il devient suspect idéologiquement, justement, parce qu'il viole tous les principes, les conséquences politiques de ces principes de la nature. Le mouvement national-socialiste d'Hitler, selon Jünger, s'oriente à la fin des années 20 vers une stratégie de conquête de pouvoir par les élections, par l'organisation d'un mouvement de masse, qui sont contraires donc à la nature. La démocratie de type occidental est un système antinaturel parce qu'il est mécanique, fondé sur l'individualisme ou l'égalitarisme. L'élection démocratique fondée sur un principe majoritaire est contraire à la nature parce qu'elle donne à l'inférieur un pouvoir sur le supérieur, selon la hiérarchie de la nature, Ottmar Spann ou Edgar Jung. La démocratie de Weimar est un système formaliste, mécanique, étranger à l'esprit et aux besoins de la nation. Elle bride même l'instinct naturel. Et Vital, qui a sa source dans le peuple, Edgar Jung. Elle est le produit des idoles formelles occidentales, imposées par le vainqueur de 1918. Elle est l'ennemi acharné d'un ordre nouveau, organique, de la vie allemande. Une fois rejetée la démocratie occidentale,
Alors, les conséquences politiques, là, je ne vais pas insister là-dessus parce que bon, je ne suis pas un spécialiste de ces questions et je voulais vraiment m'attarder sur le concept de nature même. Un système fondé sur la nature est soit corporatiste, soit autoritaire, soit les deux. Hein. L'État corporatif, donc notre marche-panne, le principe d'autorité qui n'est pas exclusif du national-socialisme, l'idée d'autorité, responsabilité avec une autonomie de jugement. Il est jugé naturel, contrairement à la démocratie occidentale. Enfin, bon, le troisième élément très important que j'ai évoqué tout à l'heure déjà, c'est que tout cela, bien sûr, s'ancre dans une nation, hein, et donc dans le nationalisme. Le nationalisme est supérieur au libéralisme, il est destiné à le remplacer, car il n'est pas limité, comme ce dernier, aux armes intellectuelles. Contrairement au libéralisme, il se réfère à une communauté naturelle et non intellectuelle. L'intellect a pour lui un rôle purement fonctionnel, non essentiel. Il n'a même pas besoin d'idéologie, le nationalisme, contrairement au marxisme. Le nationalisme est un nouveau rapport à l'élémentaire, au sol de la mère patrie, ressurgi dans les combats de la Première Guerre mondiale, fécondé par le sang versé. Il est une poussée de la langue intime primitive du peuple, dit Ernst Jünger, donc dans un autre opuscule en 1929. Ainsi, l'erreur du monde moderne, c'est mon troisième point, depuis Descartes jusqu'au début du XXe siècle, pour tous ces auteurs, est d'avoir succombé à l'intellectualisme, système de pensée abstraite coupé de la réalité globale de la vie, d'avoir mis la raison au-dessus de la vie, alors que la vie et l'expérience sont au centre de l'existence spirituelle. Le remède à ce mal n'est pas une conception réactionnaire, mais conservatrice. Et là, il y a une différence. La distinction que font ces auteurs, c'est que les réactionnaires ne veulent que revenir à un passé récent qui était déjà lui-même contaminé, et que le conservateur cherche ce qui, dans la réalité permanente, y compris actuelle, post-révolutionnaire, post-libérale, a une valeur intrinsèque propre et naturelle. Hein. Donc, rien n'est perdu, en quelque sorte, et il ne faut pas être réactionnaire, il faut être conservateur, c'est-à-dire faire ressurgir et utiliser ce qui est permanent dans l'homme, ici dans l'homme allemand bien sûr, ce qui est permanent dans l'homme allemand depuis ses origines et à travers toute son histoire, et également dans le futur. Donc rien n'est irrémédiable, rien n'est irréversible. Face au pseudo-ordre rationnel, le règne des valeurs éternelles qui remontent aux origines, à la substance existentielle même de l'homme, est le plus fort, et ce dernier va chasser l'autre. Le XXe siècle va vaincre l'intellectualisme du XIXe siècle par une révolution conservatrice. La révolution conservatrice, c'est la remise à l'honneur de toutes les lois et valeurs élémentaires, écrit Edgar Jung, sans lesquelles l'homme perd son lien avec la nature et avec Dieu et ne peut construire un ordre véritable. Au lieu de l'égalité, la valeur intrinsèque, au lieu de l'idée sociale, il pourrait dire le contrat social, la juste place dans la société hiérarchisée, à la place de l'élection mécanique, il veut dire la démocratie élective, l'émergence organique des chefs, à la place des contraintes bureaucratiques, l'étatisme, la responsabilité autonome, à la place du bonheur de masse, le droit à la communauté nationale, dit Edgar Jung, encore une fois, qui sera une victime donc du Troisième Reich. La certitude qu'il y a une histoire cyclique de la pensée humaine et que l'on se trouve à un tournant de celle-ci au lendemain de la Première Guerre mondiale est à la base de l'optimisme de ces penseurs politiques. La civilisation libérale, encore une fois, démocratique, marxiste et occidentale, n'est plus actuelle. Elle n'est plus actuelle. Il y a un épuisement du libéralisme. Le marxisme est obsolète. Il se moque du communisme, Spengler et d'autres. C'est fini, ça n'a plus d'avenir. Bon, historiquement, ils se sont trompés, mais bon, pour des raisons qu'il n'est pas ici le lieu d'évoquer. En tout cas, pour eux, intellectuellement, le marxisme est obsolète. Il n'est pas adapté à la société naturelle des hommes et à la nature même des hommes. Un cycle s'achève donc. On va assister au retour des valeurs naturelles, à une régénération. La nature va reprendre le dessus. Il y a une crise de l'âge individualiste. L'homme libéral antinaturel va laisser la place à l'homme supra-individualiste, maillon d'une chaîne historique et élément d'une vie collective, dit Edgar Jung. Car la démocratie libérale est la forme politique du déclin. Elle apparaît lorsque la bourgeoisie urbaine et rationaliste remplace l'État organique. Alors là, on retrouve, et vous voyez, hein, l'État chrétien du Moyen-Âge, qui est valorisé parce qu'il est plus naturel. Hein. Et ça, c'est Spengler, donc ce n'est pas Edgar Jung. Remplace l'État organique
noblesse, clergé, paysans, par un État abstrait, contrat social, normes juridiques et morales, droits de l'homme et du citoyen. Cette forme libérale, individualiste, utilitariste de la démocratie n'est pas une démocratie. Alors on a ici, chez quelques-uns de ces auteurs, je les ai découverts même chez Hitler, le recours à démocratie, notre démocratie germanique. Bon, alors évidemment, elle est contraire au principe de la démocratie libérale occidentale. L'idée de souveraineté du peuple ou d'expression du peuple politique existe, mais bon, ça ne va pas chercher beaucoup plus loin. C'est pas une doctrine, si vous voulez, très élaborée. Il n'empêche, ils opposent deux conceptions de la démocratie. La démocratie, c'est ce que veut le peuple. Ce qui compte, c'est la volonté du peuple. Aucune constitution, aucun parlement, aucun parti ou coalition de partis ne doit lui faire obstacle. C'est-à-dire, ce n'est pas parce qu'il y a une constitution de Weimar qu'on doit empêcher le peuple de balayer la démocratie de Weimar, si vous voulez, en gros. Et donc, là, il y a, si vous voulez, une opposition, donc, aux origines idéologiques de la démocratie qui manifeste la volonté de fonder sur un concept de nature une forme de pouvoir populaire ou de démocratie, mais encore une fois qui n'est pas élaborée plus avant. Donc ce n'est pas la peine de s'y attarder. L'optimisme des penseurs politiques n'est pas seulement dû à la conviction de la supériorité d'un système politique fondé sur la nature, l'optimisme des penseurs politiques n'est pas seulement dû à la conception de la supériorité d'un système politique fondé sur la nature, sur le libéralisme fondé sur le rationalisme. Il est conforté à leurs yeux par les événements de l'histoire récente. Ils ont, vis-à-vis de la Révolution de novembre 18, au moins à quelques années de distance, une attitude plus complexe qu'on pourrait croire. Au-delà de ce qu'on a qualifié, à tort ou à raison, de légende du coup de poignard dans le dos, les révolutionnaires marxistes défaitistes auraient causé la défaite aurait causé la défaite en révolutionnant le pays alors que les combattants résistaient encore sur le front. La révolution de 1918 n'a finalement été qu'une révolte, une rébellion et non une véritable révolution. Mais elle manifeste une forme de vigueur, d'énergie dans la défaite. Voilà comment il retourne, si vous voulez, la révolution marxiste et pacifiste ou défaitiste de novembre 1918. Et en même temps, elle a déblayé le terrain de tous les obstacles qui auraient pu nous gêner. Institutions monarchiques héritées de l'ère libérale, de puissants pouvoirs ont été renversés. Il veut dire par là les empires européens. Mais les fossoyeurs, c'est-à-dire les révolutionnaires de 1918, ont creusé leur propre tombe. Ils croyaient être des fondateurs, ils n'ont été que des instruments, écrit Ernst Jünger. C'est-à-dire que là encore, un nouveau système politique fondé sur la nature va les balayer eux aussi. Ernst Jünger, 1926. En outre, l'expérience de la guerre a donné un sens nouveau à la vie, elle a produit un changement dans la pensée des peuples européens, en marginalisant les idées libérales et les systèmes de politique fondés sur la raison et la théorie économique. L'expérience d'une guerre perdue nous a offert un renversement décisif des valeurs en ranimant brutalement la foi dans les liens du sang, du sol et du destin, foi bien plus forte, bien plus signifiante et bien plus efficace que toute autre, et surtout bien supérieure aux principes fondés sur la logique ou les théories économiques, dit encore Enslinger. Même si la guerre n'avait pas eu d'autre effet que de permettre aux peuples européens, et là il élargit son discours, de vaincre le libéralisme en eux-mêmes et d'éveiller en eux un sens nouveau de la vie, ces millions de morts ne l'auraient pas été pour rien. Enslinger, 1926. La guerre mondiale est ainsi une rupture, non seulement par l'idéal de 1914, l'esprit collectif de l'entrée en guerre qui rompt avec les périodes de l'individualisme et du matérialisme et du progrès d'avant-guerre, mais aussi par le sens qui ressort de l'expérience vécue de la guerre. La guerre mondiale n'est pas un accident dénué de sens, une parenthèse dans une évolution qui reprend son cours après elle, selon un processus libéraliste, démocratie, communiste, car celui-ci, au contraire, est maintenant arrivé à terme. C'est une époque fondée sur d'autres valeurs qui commence. La guerre a aussi nationalisé la pensée politique et rendu inactuels les systèmes et idéologies transnationaux, libéralistes, démocratie et marxisme. En ce sens-là, le sang allemand a fait de cette guerre une guerre allemande, dit Jünger. Ma conclusion, c'est qu'on a vu que chez ces auteurs, il y a d'importants points communs, du moins si on les isole de leur système de pensée global respectif et de leur destinée politique. Ils s'accordent sur un vigoureux optimisme
culturelle fondée sur la certitude que le vieux monde libéral, démocratique, humaniste, universaliste, issu justement des Lumières, de la Révolution française, de l'ère libérale du XIXe, voire du marxisme du fin XIXe, début XXe, est en train de s'effondrer et qu'un nouvel ordre radicalement différent s'annonce. Les conséquences politiques de ce recours à la nature comme origine, principe de référence et d'organisation de tout système politique ont été dans la réalité assez limitées, si l'on prend bien sûr le rôle de ces auteurs. On peut retrouver certains éléments dans le nazisme, comme la critique du libéralisme, de la démocratie parlementaire occidentale, la justification du régime autoritaire, le fameux Führerprinzip, de la sélection, l'idéologie de la SS par exemple, ou de l'expansion territoriale et de la domination des autres peuples justifiés par une supériorité naturelle encore. Mais aucun de ces penseurs politiques, à part Klages, n'ont joué un rôle important dans le Troisième Reich, même au plan d'idéologie. Certains sont morts avant 1933, les autres sont restés à l'écart du régime. Edgar Jung a même été, donc je le disais, exécuté lors de la nuit des longs couteaux en 1934 par le régime. Il y a en effet avec le nazisme des divergences importantes, encore une fois l'utilisation du suffrage universel, la mobilisation politique et l'organisation des masses, la conception organique biologique en particulier, chez beaucoup de ces auteurs, est rejetée. Chez Jünger et chez Jung, par exemple. Par une partie de ces auteurs au moins. Et le nationalisme même, certains voient en lui un produit du libéralisme et de la démocratie, comme Edgar Jung, qui est partisan plutôt d'une référence à un Reich chrétien universaliste, beaucoup plus en rapport avec le premier Reich, si vous voulez, du Moyen-Âge chrétien, si vous voulez, de l'Europe. Il reste que la référence à la nature, comme justification de la lutte idéologique contre le libéralisme, la démocratie parlementaire et le marxisme, considérés comme des avatars d'un même système. Et c'était aussi, donc, jusqu'au début du XXe siècle, de ce point de vue, la conception de l'Église traditionnelle. Vous voyez les encycliques des papes. Le communisme est fils du libéralisme, 1931. Est une caractéristique de l'époque. Les lendemains de la Première Guerre mondiale, particulièrement marqués, bien sûr, en Allemagne. Alors, bien sûr, ces systèmes, cette pensée politique montre que les systèmes de pensée sont susceptibles de variations, d'alternance, de ce point de vue, mais qu'ils expriment aussi nécessairement, non seulement, bien sûr, l'esprit d'une époque, ça, il faut bien reconnaître que c'est très marqué par l'impact de la Première Guerre mondiale, et une identité qui est ancrée dans une nation et qui est difficilement universalisable. Alors c'est à la fois sa spécificité et bien sûr sa limite. Je vous remercie. Merci, chers collègues, pour cette magistrale contribution. Vous nous avez, pour ainsi dire, ouvert tout un continent auquel nous ne pensions plus ou que nous n'avons jamais connu. Donc ces penseurs, toute cette partie des penseurs allemands dont on ne parle pas beaucoup vers ici. C'est comme recouvert, bon, on a cité un peu Jung, Ernst Jünger. De quand date son Zeitmauer, le mur du temps, par rapport à... Ça période de la guerre, non, je crois. Je crois que c'est un peu plus tardif. Un peu plus tard, oui. Plus tard. Parce que c'est oui, c'est un peu une attaque contre la prise de pouvoir de Hitler, me semble-t-il. Dans la suite, oui. Il a été courtisé par le Troisième Reich et il s'est tenu à l'écart. Il a eu quelques avanies avec le régime. Mais bon, là, je me suis bien sûr concentré sur cette période d'auteurs différents dans une période différente. Mais vous nous ouvrez là des horizons, c'est pourtant un pays tout proche, et vous nous ouvrez là tout un continent, je disais le mot, intellectuel, là, que nous ignorions pratiquement, qui est intéressant dans la mesure où donc, ça rejoint notre thème, et c'est comme une des branches possibles de cet arbre de la réflexion sur le concept de nature, d'artificiel. C'est quand même très intéressant, un peu déroutant d'ailleurs, mais peut-être que les questions qui vont maintenant jaillir de l'assistance vont nous permettre d'éclairer encore un peu, vont vous permettre. Je demanderai peut-être à Monsieur l'abbé de venir aussi, puisque les questions vont porter sur les deux exposés. Est-ce que quand on regarde tous ces auteurs allemands, je me demande est-ce qu'il y a eu une relation
Hegel et Nietzsche, parce qu'à plusieurs reprises, il y a une proximité, je ne sais pas ce qu'on dirait M. Verger, il y a quand même une proximité avec la pensée anti-intellectualiste vitale de Nietzsche. Tu sens le militantisme, la possibilité de Nietzsche, oui, j'avais raison. Je ne n'ai pas suivi et même scrupuleusement recherché l'itinéraire intellectuel de chacun, mais il est évident que leur conception est empruntée en partie à nous. Est-ce que peut-être pas précaire. Dans le même ordre d'idée, est-ce que l'œuvre de Richard Wagner n'a pas plané aussi sur cette époque? Alors là, le sujet, je ne connais pas tous les écrits de Richard Wagner, mais je peux difficilement répondre avec cela. Bon, de ce que j'ai lu là, pour la préparation de cette question, je n'ai pas vu passer Wagner dans les écrits, mais peut-être qu'il est quand même quelque part. Je n'ai pas fait une exhaustive de tous les textes de Scott. Sur l'exaltation de la germanité. Oui, mais c'est pas oui, d'accord, mais c'est pas spécifique à Wagner. Hein. C'est un courant effectivement d'avant 1914 que je considérais un peu comme acquis évident. J'en ai pas parlé. Et ce qui m'intéressait, c'est de voir d'un point de vue historique comment il réagissait à deux catastrophes par une réaction optimiste fondée sur le retour de la nature. C'est ça, c'est l'aspect historique plus que l'itinéraire intellectuel qui m'intéressait, parce que je ne suis pas spécialiste justement des pensées d'auteur. Ce qui m'intéressait de voir, c'est pourquoi il pensait à peu près dans le même sens sur ce sujet particulier à ce moment-là. J'ai été interpellé par le président conférencier donc, sur certaines expressions que vous avez utilisées, l'esprit des limites de l'âme, le terme des faibles, et je me suis demandé si l'état organique dont vous parlez est beaucoup plus panthéiste en fait que chrétien, et je me demandais si Bergson avec son œuvre Vidal ne s'était pas un petit peu inspiré de cette philosophie allemande. Alors, je crois, ces Allemands n'aiment pas trop se référer à des auteurs français, mais d'après certains spécialistes de ces auteurs, bien sûr, la philosophie de Bergson qui est d'avant 14, a une influence, tout l'aspect nazi, vitaliste, il se précipite là-dessus. Alors il y a d'autres auteurs allemands, il y a d'autres auteurs allemands qui ont repris Bergson, c'est peut-être des reprises indirectes. Donc là, je ne saurais pas dire aussi, ça dépend des itinéraires de la pensée politique de chacun, je n'ai pas été jusque-là. Mais effectivement, il y a du Bergson là-dedans, ne serait-ce que de manière indirecte, sinon directe. Non, c'est pour répondre à la question. En fait, si vous voulez, à la fin du XIXe siècle, il y a une sorte de... Donc, depuis Descartes, la pensée de la pensée rationaliste, qui a différents abords, différents aspects, a envahi le champ de la philosophie. Et elle a abouti à l'idéalisme absolu de Hegel et à des constructions intellectuelles qui sont extrêmement puissantes et extrêmement à côté, si on s'en permet, on est des petits hommes, mais c'est vraiment extrêmement à côté, et qui finissent qui ont fini par comment dire, lasser un peu les esprits de l'époque. Et donc, à la fin du XIXe siècle et au début du XXe, il y a la naissance de tout un tas de courants, à peu près à la même époque, qui ne sont pas forcément fils ou disciples les uns des autres, et qui sont, il y en a en Allemagne, en France, il y en a même en Angleterre, et on peut les identifier par l'anti-intellectualisme. En fait. Alors certains essaient de s'échapper de l'intellectualisme, du rationalisme de Hegel, comme un Husserl, comme un Marx, mais en fait, ils en sont les fils, parce qu'ils restent dans la problématique. Mais on sent que, alors, pour s'évader de cette conceptualisation extrême, eh bien, on a une défiance de l'esprit, une défiance de l'intellectuel, une défiance du conceptualisme qu'on trouve chez Bergson, une défiance des essences qu'on trouve. Alors, il y a l'existentialisme, la phénoménologie, tous ces courants viennent en fait un petit peu naturellement comme un rejet du rationalisme, mais ils ne sont pas forcément fils ou pères des uns des autres.
Monsieur, vous avez fait remarquer que ces auteurs dont vous avez parlé ne pouvaient pas être explicitement catholiques ou explicitement protestants du fait qu'ils avaient vocation à s'adresser à une population dans laquelle il y avait deux religions. Je pense qu'un certain nombre d'entre eux étaient athées. Et alors, est-ce que cette espèce de spiritualité d'une nature, presque une nature divinisée, a un lien avec ce qu'on retrouve aujourd'hui sous une autre forme, avec le New Age, avec cette volonté de diviniser la nature? Là encore, je ne suis pas du tout un spécialiste des auteurs littéraires. Je pense qu'avec Jünger et son expérience de la drogue, et tout ça dans les années 70, il est évident on va dans ce sens-là, et qu'effectivement, dans le New Age, le mouvement du Sud, Jünger a eu un intérêt pour cela, mais alors, je dirais, 40 ans après les textes que j'ai cités. Donc là, on n'est pas du tout dans la même pensée. Alors, il y avait en Allemagne, à la fin du XIXe siècle aussi, une espèce de tropisme orientaliste. Où tout le monde découvrait des philosophies d'Extrême-Orient, y compris chez ces penseurs un peu qu'on peut mettre dans la mouvance nationaliste allemande, mais qui était aussi une réaction contre la pensée dite occidentale, c'est-à-dire justement rationaliste. En France aussi. Voilà. Et donc on découvre des Allemands comme ça qui sont dans l'admiration pour les penseurs tibétains, les gens tibétaines, les penseurs indiens. Donc il y a cet aspect-là, et on retrouvera ça chez nos hippies, le Katmandou ou ailleurs. Mais, donc effectivement, il y a des rapprochements, mais bon, à l'époque, quand même, les temps étaient plus rudes, je crois, et ce genre de philosophie, enfin de courant pour les philosophies, ce genre de courant, c'est des courants, disons, des sociétés un peu confortables et stables, des années, je dirais, d'avant-guerre, avant la Grande Guerre, ou des années 60-70, des sociétés de consommation saturées, matérialistes, donc à ce moment-là, ça fleurit. Là, c'était plus sérieux, j'allais dire plus sérieux. C'était un peu plus rude. Après la Première Guerre mondiale, la Révolution, la défaite, les différents combats, les associations secrètes, les assassinats politiques, le changement de régime, un régime démocratique qui apparaît quand même précaire presque tout de suite, et en tout cas pour deux grosses ailes de la société politique allemande apparaît comme éphémère et condamné, toujours optimiste d'ailleurs, aussi bien des communistes que de ces milieux-là, que ça ne va pas durer. Donc on est quand même, je crois, dans un contexte, je dirais, historique qui a quand même une certaine influence sur notre mentalité et qui fait qu'on ne pense pas tellement au flower power, enfin, je veux dire, à ce moment-là. En revanche, c'est vrai que Jünger a coopéré avec l'inventeur allemand du LSD pour analyser sur les effets sur la pensée, la drogue, etc. Mais bon, c'était après la guerre, et donc le contexte a quand même bien changé. Donc, alors là, je ne peux pas répondre, si vous voulez, sur la filiation. En tout cas, je ne vois pas de terme du genre nouvel âge, non, parce qu'il y a quand même l'éternité, il y a quand même la permanence quand même qui est chez ces auteurs. Il y a une permanence de nature européenne, nationale allemande, qui est là, et je ne crois pas qu'il n'y a pas une espèce pas mystique, mais de penser d'un âge complètement nouveau, comme c'est les Californiens qui attendent les extraterrestres, qui seront envoyés chez les extraterrestres. Je crois que c'était quand même pas ça en Allemagne à l'époque. J'ai fait dans mes cours récents de philosophie une distinction qui m'a beaucoup servi et qui éclaire les deux exposés, celui de M. Labbé et celui du professeur Buron. C'est la distinction qui est entre rationalité et rationalisme. Si on ne la fait pas, on ne vous comprend ni l'un ni l'autre. Le rationalisme nie la nature, ce sont les Allemands qui le disent, puisque c'est l'ennemi, c'est l'intellect qui est l'ennemi de la nature. Alors que la rationalité, Aristote par exemple, et saint Thomas par la suite, et toute la philosophie apéréliste, la rationalité est l'ami de la nature, c'est elle qui la découvre. Donc la distinction, on confond souvent ces deux choses-là. Permettez-moi quand même de préciser, monsieur, que la nature n'est pas la matière. Oui. Donc la rationalité n'est pas l'ami de la nature, comme si vous voulez, il me semble, hein,
comme si l'esprit était ami du corps. Comme si l'esprit était ami du corps, l'âme est ami du corps de la matière, la rationalité fait partie du monde. Oui, mais tout à fait, c'est ce que je voulais dire. Elle est à la fois corporelle et spirituelle, c'est-à-dire rationnelle. Mais peut-être que c'est ce que vous vouliez dire. C'est ce que je voulais dire.